Bonjour. D'ailleurs, merci de m'avoir invitée. Donc, merci aux organisatrices. Je vais vous parler des représentations sociales des directrices générales en regard de la qualité et du leadership en CPE. Alors, c'est une recherche de maîtrise que j'ai menée sous la direction de Gilles Quentin et Nathalie Bigra. Je les remercie beaucoup parce qu'ils m'ont accompagnée pendant long de temps pendant mon parcours. Voilà. Alors, je plonge tout de suite. Ma présentation va être de type classique. Alors, problématique, méthodologie, résultats, discussion, remerciements, références, c'est tout ce qu'il nous faut. Alors, je plonge tout de suite dans la problématique. On sait, parce que déjà, Nathalie l'a mentionné, mais pour tous, on a déjà entendu, la qualité des services de garde a un impact important sur plusieurs facettes ou plusieurs dimensions du développement des enfants. Et puis, c'est à la directrice générale, donc à la DG, d'assurer la qualité de son CPE. Donc, c'est à elle que vient la responsabilité. On voit ici son rôle et mandat liés à ce que le document qui a été entériné par le MFA, mais qui avait été développé par la QCPE et aussi par l'Association du personnel cadre. On trouve donc sous le conseil d'administration la directrice générale. C'est elle qui va assurer le fonctionnement efficace de l'organisation, donc du CPE. Elle va agir auprès du personnel d'encadrement, personnel de direction, personnel éducateur, bien sûr. Puis c'est elle qui va assurer la qualité des services en lien avec la mission des CPE. On sait que c'est une triple mission. Là, je ne la répéterai pas parce que c'est des choses que vous connaissez, mais c'est elle qui va être garante avec le CA, donc sous la responsabilité du CA. C'est elle qui va être garante pour représenter le CPE. Et puis, c'est à elle aussi d'optimiser les ressources financières, matérielles, immobilières, etc. Non, on n'en rajoute pas. C'est bon. Et puis, on a ici une étude américaine qui a été faite par Harris, Thompson et Norris en 2007. Puis, eux, ils s'étaient intéressés à quelle est la place du directeur dans un centre de la petite enfance, mais aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils placent vraiment la position du directeur au centre à la fois de ce qui va être plus proximal de l'enfant, donc les éducatrices, les parents, l'enfant, les enfants eux-mêmes, mais aussi qui va faire le lien avec l'extérieur, donc les professionnels des services de services sociaux et aussi les décideurs politiques. Alors, c'est sûr que ce schéma-là vient d'une étude américaine, mais quand même, elle fait image pour nous aussi, même si on pourrait changer certaines cases. Ça représente la place unique que porte la directrice générale. Ça m'a amené à poser deux grands volets, donc comment elles conçoivent la qualité puis comment elles conçoivent leur leadership. Alors, j'ai deux objectifs liés à la qualité. Quelles sont leurs représentations sociales associées à la qualité pour les DG, puis quelles sont les représentations sociales qu'elles associent à leur leadership dans les variables, comment elles voient que la qualité change sur le terrain, comment elles se le représentent, et puis aussi quelles pratiques elles disent avoir en lien avec le leadership. C'était donc mes objectifs de recherche. Je vais vous parler de trois grands concepts. Je vais y aller assez rapidement, mais au moins d'avoir une image des trois concepts qui ont été au cœur de mon mémoire. Alors, la représentation sociale, déjà, elle a 4 fonctions, sont toutes imbriquées. À quoi sert une représentation sociale? Qu'est-ce que c'est? Alors, ça a déjà une fonction de savoir parce que c'est dans le langage qu'émerge la représentation sociale. Dans l'interaction, la façon de se parler, la façon de se comprendre, la façon d'expliquer les choses, l'objet, le sujet. Ici, ce sera autour de la qualité, donc ça a une fonction de savoir. Fonction identitaire, c'est les DG qui parlent, donc il y a une fonction d'appartenance, un sentiment d'appartenance à un groupe, il y a des particularités liées à ce groupe-là. Une fonction justificatrice aussi, c'est que les représentations sociales servent à expliquer après coup des choix ou à expliquer c'est quoi qui sert de modèle mental, de modèles mentaux qui deviennent un cadre de référence à l'action des DG. Donc, c'est à la fois la fonction d'orientation et la fonction justificatrice, c'est-à-dire que c'est ça qui va prédire et guider, puis en même temps, c'est ça qui va expliquer après coup. Et puis, une représentation sociale, c'est fait comme ça. Au centre, il y a un noyau, donc quelques idées tenaces, quelques idées génériques, générales, qui regroupent. Puis autour, on a un système périphérique qui est varié, qui est éclaté. Puis, par exemple, une DG pourrait expliquer une représentation qu'elle a
la même représentation, mais qui va servir dans une place, ça va être embêtant, puis dans un autre contexte, ça va être la solution. Alors, un des exemples qui me vient en tête pendant les entretiens avec les DG, il y en a une qui disait, par exemple, ben moi, c'est le fun, je peux tenir des réunions d'équipe avec mon équipe à l'heure de la sieste, puis j'ai des remplaçantes qui font le tour, c'est toujours les mêmes, puis ça fait de la stabilité, puis on peut tenir les rencontres dans la journée. Puis une autre DG disait, bien moi, c'est embêtant, à cause du contrat de travail, on est obligé de tenir les réunions de jour, puis ça fait de l'instabilité parce que c'est jamais les mêmes remplaçants. Donc, vous voyez que dans le système périphérique, on peut avoir des explications contraires, mais toujours avec une idée d'une représentation qui est semblable. Ensuite, le deuxième concept, c'est le concept de la qualité. Donc, la façon que l'OCDE le présente, c'est intéressant. On va retrouver ce que Nathalie a présenté tout à l'heure, la qualité des processus. Donc, tout ce qui est autour de l'enfant, donc les interactions entre l'éducatrice et les enfants, les interactions entre l'éducatrice et les parents, et toutes les pratiques éducatives qui entourent l'enfant. Et puis, on a aussi la qualité structurelle, donc les éléments, les paramètres, les lois, la réglementation, autant liés, par exemple, aux espaces code bâtiment qu'aux lois qui régissent les CPE. On a aussi la qualité des orientations, donc la mission qui nous est dévolue, qui est dévolue au réseau des CPE, et aussi les orientations du programme éducatif. Et puis aussi, on pourrait trouver, par exemple, si un milieu aurait adopté une plateforme pédagogique ou un projet éducatif avec des caractéristiques particulières qui sont liées à leur orientation. Et puis, on aurait la qualité opérationnelle aussi, donc c'est la façon dont l'OCDE le définit. La qualité opérationnelle, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a la gestionnaire, c'est sa compétence personnelle, sa façon de mettre en place une équipe efficace. Ça va être aussi son type de leadership, la vitalité démocratique du milieu, la façon dont elle va répartir les ressources à l'intérieur du CPE. Donc, c'est, selon l'OCDE, les 4 grandes catégories qui forment la qualité d'un service. J'arrive au troisième concept, qui est le concept de leadership. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un leadership? On retient que c'est un processus qui est déployé par une personne auprès d'une autre personne ou auprès d'un groupe. Et puis, c'est dans l'idée de donner un élan, de donner une orientation, soit en lien avec une mission, soit en lien avec des objectifs collectifs, mais c'est l'idée d'influence. Alors, le processus d'influence, d'ailleurs, dans les entretiens, les DG parlaient autant du leadership que leur capacité d'influencer. C'était des synonymes pour elles. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Bien, il faut prendre le temps de détacher le leadership de la direction. Donc, la direction, c'est plutôt un poste de pouvoir, un mandat, tu es engagé pour le faire, tandis que le leadership, bien, c'est une capacité d'influence. Donc, c'est différent. Et puis aussi, bien, on pourrait relever que le leadership peut être partagé si, dans l'organisation, il y a des pôles de prise de décision, de répartition du pouvoir, donc pas seulement de vertical, donc de la DG vers le bas, mais aussi horizontal. Donc, en utilisant les comités de travail, en utilisant les petites équipes à l'intérieur des grandes équipes, etc. Donc, le leadership peut être partagé. C'était mes 3 grands concepts. Donc, c'était la représentation sociale, la qualité et le leadership. J'arrive maintenant avec la méthodologie. Alors, pour réagir ou pour avoir une bonne collecte de données, j'ai fait une recherche qualitative interprétative. Donc, c'est une première recherche exploratoire parce qu'on a peu d'emprise, on a peu de compréhension, de connaissances liées à la place que jouent les directrices générales dans les effets sur la qualité. On a quelques éléments, mais très peu. Et puis, bien, justement, ma recherche vise à comprendre le point de vue des acteurs. Donc, ici, c'est les DG. Sur le phénomène, ici, c'est la qualité et le leadership, de manière à donner du sens, à renouveler le regard. Donc, venir ajouter une petite brique dans la compréhension de la qualité et du leadership. Comment j'ai procédé? Alors, j'ai fait des entretiens de recherche semi-dirigés. J'en ai fait 8 auprès de 8 DG. J'ai fait un entretien semi-dirigé collectif, donc un entretien de recherche. J'ai tenu mon journal de bord. J'ai fait une analyse de contenu avec des données d'un lien corpus en catégories et sous-catégories. Puis j'ai utilisé le logiciel QDA Miner. Et puis, voici mes participantes.
En fait, je dis toujours au féminin parce que ça représente la majorité, mais j'avais aussi un homme et 7 femmes. Elles occupent tout le poste de direction générale depuis au moins 5 ans. Et dans le groupe de recherche, c'était entre 6 et 17 ans d'expérience au poste de directrice générale. Formation, elles avaient toute une formation en éducation ou connexe. Alors, il y en avait en éducation primaire, et puis il y en avait aussi en psychoéducation, mais disons en éducation. Et puis 5 d'entre elles avaient aussi une formation en gestion. Il y avait une absence de lien professionnel avec la chercheuse, puisque comme je fais de la formation dans le réseau depuis longtemps, je souhaitais avoir des gens avec qui je n'avais jamais travaillé, de 2 régions, donc des CPE de Montréal et de la Montérégie. Et puis, je souhaitais qu'ils aient 2 installations ou plus, donc entre 2 et 5 installations dans ma cohorte. Qu'est-ce qu'on trouve maintenant? On a le portrait de la qualité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans leur représentation de la qualité? Un des ancrages forts, c'est l'enfant d'abord. Alors, toutes les DG ont parlé de l'importance que leur décision ou leur mode de pensée, leur représentation de la qualité, c'est l'enfant d'abord. Alors, bonne nouvelle. Et puis, on voit beaucoup d'éléments liés à la variation, à qu'est-ce qui fait varier, selon elle, toujours, la qualité. Relation entre les acteurs, donc elles mettent tout de suite les personnes qui sont auprès, puis les pratiques éducatives font varier la qualité. L'aménagement des lieux, les activités. Donc, on retrouve des éléments ici qui sont forts liés au programme éducatif, qui, on va le voir tout à l'heure, sert beaucoup d'ancrage pour les directrices générales. Aussi, elles accordent beaucoup d'importance à la qualification, à la formation continue, et puis aussi toutes les DG de participantes ont dit la qualité, c'est pas juste un élément, c'est tout interdépendant, puis ça s'influence. Et puis aussi, une question que je vais soulever en discussion sur les grilles d'observation de la qualité. Alors ici, on a un extrait qui illustre que les DG trouvent que le programme éducatif est leur point de repère dans la qualité. Puis, elles le nomment toutes de cette façon-là, mais elles sont, une majorité aussi, sont 5 sur 8 à dire que c'est aussi un défi et un obstacle. C'est-à-dire que lorsqu'on ne réussit pas à trouver la cohérence, bien, c'est ça qui fait que, oups, ça bouette. Donc, c'est un peu dans l'esprit qu'elle nous en parle. Quand elle parle de l'importance de la qualité de la formation continue, il faut voir que nous autres, on ne voit pas seulement la formation, une formatrice qui vient dans votre milieu, mais c'est un ensemble d'accompagnement. Donc, on se trouve formation pour toute l'équipe. Les DG qui ont parlé de la formation continue en ont toujours parlé dans la perspective de donner la formation à toute l'équipe. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas d'autres choses, mais quand elle parlait de la qualité, pour elle, c'est ça qu'elle mettait dans la banque. Accompagnement à l'intégration de pratiques en suivi de formation. Donc, ce n'est pas juste une formation qui est parachutée, mais il y a un accompagnement, processus de pratique réflexive accompagné, travail collaboratif en petits groupes, appui sur des recherches et réflexions collectives, soutien personnalisé, comité de travail, comité ad hoc, par exemple, donc sur des questions plus spécifiques. Alors, quand elle parle de l'importance de la formation continue, c'est à ça qu'elle pense, puis c'est de ça qu'elle parle. Si on va au niveau de leur représentation du leadership, alors, on a le tableau de ce qu'on a trouvé dans la qualité du leadership, pas dans la qualité, mais dans le leadership orienté vers la qualité. Qu'est-ce qu'on peut relever? C'est que autant dans leur représentation, donc comment elles définissent le leadership, et autant dans leur pratique, elles mettent au cœur de leurs propos l'adhésion. Alors, c'est vraiment important de situer l'adhésion des éducatrices, l'adhésion des équipes, l'adhésion des collaborateurs. Puis quand elles parlent de leur pratique, elles expriment différentes façons, différentes stratégies qu'elles prennent pour moduler l'influence de façon à susciter l'adhésion des partenaires. Donc, elles vont dire, par exemple, bien, si je parle à des partenaires, je ne dirai pas la même chose que si je parle à mon CA, que si je parle à mon équipe, que si je parle à une éducatrice qui est plus réfractaire, par exemple. Donc, c'est des éléments importants. Elle parle des caractéristiques de leader, de l'importance de la reconnaissance, de la communication et des ressources qui sont nécessaires pour influencer. On a ici un tableau
des pratiques de leadership. Alors, c'est un tableau qui est issu de Blass et Kirby. Eux autres, ils ont fait une recherche qualitative auprès des directeurs efficaces, c'est-à-dire qu'ils ont pris des écoles qui étaient jugées efficaces, et puis ils ont pris les directeurs, et puis ils ont fait une analyse de comportement auprès de leur personnel, qu'est-ce qui influence le plus, et puis ce sont les 8 comportements jugés efficaces dans un contexte scolaire. Et puis qu'est-ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ici, dans la colonne où il y a les nombres, c'est le nombre de directrices qui, spontanément, quand je leur demandais « mais comment vous faites ça, influencer », bien, dans les comportements qu'elles mentionnent, elle mentionne, entre autres, ces comportements-là. Donc, on trouve une majorité de comportements qui sont associés en contexte scolaire à des bons comportements de leadership. Et puis, bien, celui qui a 0, c'est celui du code d'éthique, entre autres parce qu'il n'y a pas d'ordre professionnel au niveau des directrices générales. Alors voilà, c'est ce qui met en valeur leur pratique éducative. J'ai conscience que ça va très rapidement, mais au moins ça trace un portrait, puis on peut le saisir de cette façon. Un élément sur lequel je souhaiterais soulever, c'est la question de quelle qualité parle-t-on? Parce que bien, les DG, dans les entretiens individuels, les DG m'ont parlé, il y a 2 DG seulement qui m'ont parlé qu'elles utilisaient un outil pour évaluer la qualité, observer et évaluer la qualité de leur milieu. Alors, il y en a 2 seulement qui en ont parlé. Et quand j'ai reposé la question en entretien collectif, en me disant « Est-ce que vous les connaissez et est-ce que vous les utilisez? » En fait, les DG, ce qu'elles disent en entretien individuel, excusez-moi, je reviens un peu derrière, en entretien individuel, c'est qu'elles assurent le suivi de la qualité en observant ce qui se passe sur le terrain. Dans le fond, elles ont leur plan d'action, elles ont les objectifs collectifs, puis elles sont présentes sur le terrain avec leur directrice adjointe, elles en parlent dans cet esprit-là, puis elles font le suivi, puis elles voient si leurs attentes sont rencontrées ou sont présentes sur le terrain. Mais je leur ai demandé, est-ce que vous les connaissez puis est-ce que vous les utilisez? Elles ont parlé, moi, je n'avais pas nommé d'outils, mais on était au moment où Grandir en qualité faisait sa deuxième collecte de données, donc 2013-2014. Et puis, elle disait, bien, on connaît Grandir en qualité. Et puis, la façon dont elle l'utilisait, bien, par exemple, il y en a une qui a dit, bien, ils sont venus en 2003, puis ils vont revenir cette année, fait que j'ai relu pour voir, on est-tu correct? Il y en a un autre qui disait, bien, moi, j'ai eu besoin de lire à un moment donné parce que j'arrivais en poste dans un nouveau CPE, puis je voulais me faire un portrait de la qualité qui soit plus objectif. Et puis, il y en avait une autre qui disait, bien, quand on a un problème, dans le fond, on regarde, là, qu'est-ce qu'ils disent, puis ça nous sert de repère. Mais moi, je pose la question, c'est bien justement de quelle qualité parle-t-on? Donc, quand on dit assurer la qualité, si les directrices générales n'ont pas d'outils pour opérationnaliser la qualité, bien, c'est la qualité, qu'est-ce que c'est? La qualité, c'est ce que je fais. Bien, ça peut nous piéger. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais ça peut nous piéger. Donc, ça m'amène à une recommandation que j'ai de miser sur la formation, éventuellement sur une formation universitaire qui serait dédiée au DG puis qui permettrait de relier à la fois des données probantes sur la qualité et le leadership, et puis à la fois sur la gestion et le leadership aussi. Donc, bien, des fois, on entend gestion, mais on entend rarement la capacité de leadership. Donc, c'est intéressant de pouvoir le remettre au goût du jour. Et puis, évidemment, comme un des pôles importants qu'elles avaient en tête, c'était de soutenir la formation continue, bien, financer adéquatement pour maintenir les conditions favorables à la qualité. Je crois que on le dira, je ne serai pas la seule à le dire, et heureusement, mais il faudra qu'on le dise pour que ça se rende jusqu'aux oreilles. J'arrive aux remerciements. Les DG participantes, bien sûr, sans qui cette recherche-là aurait été impossible. Mes précieux co-directeurs, donc Nathalie et Gilles, comme je l'ai mentionné, au niveau de leur regard scientifique, leur
prestance à répondre. Et au fil de quelques années, parce que j'ai étalé ma recherche, il y a Joanne Leraire aussi qui est là, qui m'a déployé les ailes au bon moment, au moment où je pensais m'arrêter, mais non, j'ai pu me rendre à terme. Et puis aussi à l'équipe de recherche qualité en contexte éducatif, parce qu'ils mènent plein d'activités auprès des étudiants et étudiantes du 2e et 3e cycle qui ont constitué une appartenance pour moi, puis aussi qui m'ont soutenue dans ma persévérance scolaire. Fait que je voulais les remercier. Merci beaucoup pour cette présentation.